Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 112 ans, le 30 novembre 1900, disparaissait le grand écrivain britannique Oscar Wilde dans un petit hôtel de la rue des Beaux-Arts à Paris. Et Franck Ferrand, qui préside le cercle Oscar Wilde, n'oublie évidemment jamais cet anniversaire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Oscar Wilde avait 46 ans en ce 30 novembre qui tombait comme aujourd'hui un vendredi, lorsqu'il a succombé à la maladie, probablement une méningite. Tout à l'heure, en compagnie de Pascal Acquien, nous reviendrons sur l'agonie de Wilde. Avant cela, j'aimerais que nous parlions des dernières années de ce génie fauché en pleine gloire, les 3 ans et demi entre sa sortie de prison en 1897 et sa mort en 1900. 3 années qu'Oscar Wilde a passé essentiellement en France d'ailleurs. Oui, en France et en Italie, où il n'a pas pu s'empêcher d'aller rejoindre son terrible Bosie, le jeune Lord Alfred Douglas. La Normandie d'abord, à Berneval, puis Paris auront donc accueilli pour le reste son exil. Les 1000 derniers jours d'Oscar Wilde, c'est le sujet de cette émission anniversaire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. D'Oscar Wilde, on connaît généralement les pièces légères, l'importance d'être constant, un mari idéal, la pièce écrite en français, Salomé, ou encore le seul vrai roman si célèbre, le portrait de Dorian Gray. On cite souvent les aphorismes et les paradoxes, les plus savants ont lu quelques contes et des essais très pointus, mais pour le reste, on évoque rarement De Profundis. De Profundis, une complainte jaillie de l'enfer de la prison, du tréfonds de la société, de ces culs de basse-fosse, où s'est trouvé précipité après sa condamnation pour meurtre déviante, le poète, naguère le plus fêté de son temps. Il est vrai qu'il aura fallu attendre 1962 pour que le British Museum, qui le possédait, libère le manuscrit de ce texte et qu'une version intégrale puisse être établie. Mais dès 1905, l'ami le plus fidèle d'Oscar Wilde, Robert Ross, en a publié une version expurgée, traduite en français en 1924. C'est d'ailleurs dans cette vieille édition que, pour ma part, j'ai d'abord découvert cette lettre, titrée De Profundis par Ross et non pas par Wilde. Je parle bien d'une lettre, car sur ces 80 feuillets bleutés, fournis avec parcimonie, avec méfiance même à Wilde par l'administration pénitentiaire lors de ses 3 derniers mois de captivité, c'est une longue, c'est une interminable et poignante missive à Lord Alfred Douglas qu'a écrite le prisonnier, une lettre rédigée au fil de la plume, sans plan préétabli, avec toutes sortes de redites et des retours. « Tu dois la prendre telle qu'elle est », écrit Oscar à Bosie, marquée à de nombreux endroits par mes larmes, avec les signes de la passion et de la douleur, et fais-en le mieux que tu pourras. Oscar Wilde, brisé, meurtri, blessé au plus profond de lui-même, s'y révèle d'une lucidité et d'une sincérité extraordinaires. C'est un homme amer qui parle, un homme plein de regrets et de repentir, et en même temps, et c'est peut-être le plus déroutant, un homme toujours amoureux. J'ose espérer, écrivait Ross dans sa première préface, que De Profundis, qui rend si vivement et si péniblement les faits d'une débâcle sociale et de l'emprisonnement sur une nature hautement intellectuelle et artificielle, donnera au lecteur une impression différente du spirituel et délicieux écrivain. C'est peu de le dire. Ce qui apparaît en effet dans ce grand et puissant texte, le dernier qu'Oscar Wilde ait écrit en prose, c'est un homme d'une hauteur morale et d'une profondeur de jugement exceptionnelle. Spectateur impuissant de sa propre déchéance, Wilde ne cherche pas à la nier ou à la diminuer, il veut l'expliquer, seul l'expliquer, et surtout l'expliquer à son ancien amant, avec l'espoir illusoire de l'amener à réfléchir enfin et à s'amender. Il faut que vous lisiez cette lettre d'un bout à l'autre, avait écrit l'auteur à son destinataire, même si chaque mot devient pour vous comme le thermocauter qui calcine ou le scalpel du chirurgien qui fait saigner la chair délicate. Souvenez-vous que le fou au regard des dieux et le fou au regard des hommes sont très différents. Et Oscar Wilde ajoute, le vrai sot, celui que les dieux bafouent ou molestent, est celui qui ne se connaît pas soi-même. J'ai été celui-là trop longtemps. Vous l'avez été trop longtemps, ne le soyez plus. N'ayez pas peur. Le vice suprême est d'être superficiel. Tout ce qui est compris est bien.
Oscar Wilde est sorti de prison en mai 1897. Il n'est mort à Paris qu'en novembre 1900. Il lui restait donc un peu plus de 3 ans à survivre. Pendant toute cette époque, Bosie n'avait toujours pas lu la lettre qu'il lui avait adressée. Un jour, le jeune homme lira cette longue lettre, mais longtemps, bien longtemps après la mort de sa victime. Prélude sur un air irlandais composé par Reynaldo Hahn. À tout de suite sur Europe 1 pour une émission hommage à Oscar Wilde. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort d'Oscar Wilde. C'est l'occasion pour vous, Franck, de parler du dernier Wilde, le moins connu, en compagnie de votre premier invité sur Europe 1. Bonjour Pascal Aquin. On peut dire que vous êtes le plus grand spécialiste français d'Oscar Wilde. Vous avez été récompensé souvent pour cela et c'est vous qui avez notamment signé l'introduction de son œuvre dans la Pléiade. Oui. Alors, j'ai parlé là de De Profundis et du cri de douleur d'Oscar Wilde. Il faut peut-être revenir un instant sur les conditions très dures de sa détention. Oui, les conditions ont été très difficiles, en particulier au début. Elles se sont un petit peu assouplies par la suite. Mais au début, il faut savoir qu'il n'avait pas le droit d'écrire, de lire. Et par ce qui pour lui était terrible, évidemment insupportable. Et il souffrait de plus de maux divers liés en particulier à la malnutrition. Très vite, il est tombé malade. C'était un fumeur de plus, donc il ne pouvait pas fumer, ce qui était extrêmement douloureux pour lui. Et je crois que la privation d'écriture et de lecture était certainement l'une des choses les plus éprouvantes. Et puis la peine était une peine de hard labor, de travaux forcés, et c'est peu dire qu'il y avait des travaux à accomplir. Oui, c'était des travaux inutiles et humiliants. Il y avait par exemple la nécessité d'enlever les toupes de câbles de navires. Donc c'était des câbles très épais avec du goudron, donc il fallait enlever ça à main nue. Donc on s'est déchiré les doigts, évidemment. Et puis il y avait aussi cette espèce d'exercice tout à fait stupide qui consistait à faire monter les détenus sur une sorte d'échelle, de grande roue, enfin d'échelle qui ne cessait de plus ou moins tourner. Enfin donc c'était épuisant et totalement inutile évidemment. C'était une humiliation supplémentaire. Mais ça c'était au tout début. Ensuite il a eu des conditions qui étaient un petit peu plus faciles. Il y avait aussi la souffrance psychologique et notamment la confrontation à la misère extrême des autres, notamment celle des enfants, puisque les enfants qui étaient incarcérés même très jeunes était enfermé 23 heures sur 24. Il dénonce les conditions d'incarcération. Il a dénoncé les conditions. Il a écrit d'ailleurs à la presse avec beaucoup de véhémence et d'efficacité, puisque grâce à lui, des lois ont été votées au Parlement. L'opinion s'est émue de cette situation. Il est également intervenu contre les traitements physiques infligés aux prisonniers, notamment la flagellation. Corporel, en fait, les châtiments corporels qui étaient fréquents. Et notamment la flagellation, puisqu'il n'a pas assisté lui directement à cela, mais il a entendu des hurlements de détenus qui étaient suppliciés, ce qui était un élément évidemment supplémentaire pour aller dans le sens de l'horreur et de la terreur. Alors après sa libération, il écrira encore la ballade de la geôle de Reading. Justement, ce sera sa dernière œuvre. Oui, voilà. Donc beaucoup de gens pensaient qu'il ne serait plus capable de rien écrire, et en fait, il a écrit là ce qui est évidemment son plus grand poème. Il avait écrit d'autres poèmes dans sa jeunesse, mais qui sont pour la plupart des imitations de Keats, par exemple, ou de Swinburne, de poètes romantiques et post-romantiques. Et il avait été d'ailleurs attaqué pour ces imitations qu'il revendiquait de toute manière. La ballade est quelque chose de complètement différent, évidemment. Et on s'est interrogé aussi sur la raison pour laquelle il avait choisi cette forme-là pour écrire cette expérience de la prison. Ballade au sens médiéval du mot, quasiment. Il a repris une forme qui est une forme, effectivement, qui appartient au canon, archaïque, qui met en scène un héros qui connaît des aventures, disons, en général, plutôt favorables. Mais là, ce n'est pas le cas, bien sûr. Ce qui apparaît, à mon avis, c'est qu'on a une forme qui est assez codifiée et qui lui permet peut-être de contenir la brutalité de l'émotion. Alors à sa libération en 1897, il n'est pas question qu'il reste en Angleterre. Il va franchir la Manche et venir s'installer en France. Quel est le but de cet exil ? Ça paraît évident, mais il faut peut-être le rappeler. Il n'était pas possible pour lui de rester en Angleterre où il était un Honni, on peut dire. Il était honni,
tous ses biens avaient été confisqués, il avait été déclaré failli, donc il n'avait absolument plus rien. Sa femme avait dû partir avec ses enfants, donc il n'avait plus vraiment de lieu. Il changeait de nom d'ailleurs. Il a changé de nom puisqu'il a pris le nom de Sébastien Melmoth. D'où vient ce pseudonyme de Sébastien Melmoth ? Le prénom vient du fait que Wilde a toujours été fasciné par le personnage de Saint-Sébastien. Il admirait le tableau du guide, qui faisait partie pour lui des œuvres les plus accomplies. Quant à Melmoth, c'est tout simplement le nom de son grand-oncle, ou plutôt le nom du personnage inventé par son grand-oncle Mathurin, qui était romancier irlandais. Donc Melmoth, l'homme errant, Melmoth the Wanderer. Et il lui semblait évidemment que ce nom de homme errant, Wanderer, lui convenait particulièrement puisque c'est ce qu'il était devenu. Et puis il voulait de toute façon un pseudonyme pour passer plus ou moins inaperçu. Ce n'était pas véritablement un pseudonyme très très discret, mais ce sont les raisons pour lesquelles il a choisi cela. Alors il ne vient pas s'installer directement à Paris en fait. Il est d'abord arrivé à Dieppe, où il n'est pas resté très très longtemps, essentiellement parce qu'il y avait beaucoup d'Anglais à Dieppe et il était fréquemment reconnu et c'était en général assez désagréable. Donc il a préféré s'installer à Berneval, qui est un endroit non loin de Dieppe, beaucoup plus discret, où il a essayé de s'imaginer une nouvelle existence en contact avec la nature. Donc il a écrit des lettres très lyriques là-dessus, mais en fin de compte, il essayait de se persuader lui-même en fait. Très rapidement, il s'est vite ennuyé. Il a essayé d'aller à Rouen, mais rien de tout ça ne lui convenait vraiment. Et il était évident que c'était Paris qu'il préférait. Il explique d'ailleurs la raison pour laquelle il avait choisi de s'installer dans une toute petite ville, voire un petit bourg. C'est qu'il craignait les tentations de la ville. Et il savait ce que ça signifiait pour lui, bien sûr, c'est-à-dire les garçons. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au grand écrivain britannique Oscar Wilde. Et pour l'évoquer, nous vous retrouvons Franck en compagnie de votre premier invité, Pascal Acquien. Les garçons, nous dites-vous, Pascal Acquien, finalement, ils n'avaient pas perdu le goût des beaux jeunes gens. Non, il n'a jamais perdu le goût des beaux jeunes gens. Dans un premier temps, il ne voulait pas revoir Bosie, donc qui était son jeune amant, qui avait causé sa perte, Alfred Douglas. En Normandie, il essayait de ne pas trop regarder ce qui lui semblait un peu dangereux pour lui, c'est-à-dire les beaux jeunes gens. Et puis, assez rapidement, il s'est rendu compte que cela lui devenait vraiment très très difficile. Donc, il a ensuite continué à avoir une vie avec des jeunes gens de rencontre, en fait. C'était des prostituées pour la plupart. Alors ça, c'est quand il est à Paris, quand il arrive à Paris. Alors, il est arrivé à Paris, il s'est installé à l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts, qui s'appelle maintenant l'Hôtel, tout simplement, qui est un endroit plutôt luxueux, un peu un luxe. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du tout. C'était une toute petite pension, vraiment tout à fait quelconque. De toute façon, il avait très très peu d'argent, très peu de moyens. Il faut dire que pour nos amis auditeurs qui viendraient à Paris et qui voudraient aller sur un lieu wildien, c'est évidemment l'hôtel est devenu, rue des Beaux-Arts, un peu le point de rencontre des amoureux d'Oscar Wilde, évidemment, puisque c'est là qu'il est mort, même si, encore une fois, c'était pas du tout dans l'hôtel luxueux que nous connaissons aujourd'hui. Il est mort là. La chambre que l'on voit à l'heure actuelle n'est pas tout à fait celle qu'il a connue. C'est une chambre qui se loue très très cher, notamment le 30 novembre, où des personnes ont le désir un peu morbide, il faut bien le dire, de se procurer de certaines sensations en dormant dans cette chambre où l'écrivain est décédé. Alors, avant de mourir, Oscar a donc essayé de vivre, de survivre à toute cette ignominie sous un nom d'emprunt, dans un pays qui n'était pas le sien, mais dont il maîtrisait en revanche très bien la langue et la culture. Il a fait œuvre de journaliste, donc ça j'en parlerai dans un instant à propos de l'affaire Dreyfus, mais vous nous disiez qu'il continue effectivement à rencontrer de jeunes prostituées et à fréquenter les tavernes plus ou moins fréquentables. Oui, il a rencontré donc un certain nombre de jeunes prostituées, notamment des garçons qui traînaient sur les grands boulevards, mais il a également voyagé en Italie, il n'est pas resté constamment à Paris, il est allé à Naples notamment, il est allé à Rome, il est allé également en Sicile. Et il renoue avec ce satané Alfred Douglas. Et il renoue avec Alfred Douglas au grand désespoir, aux grandes dames de sa femme Constance, et il y avait en plus des conséquences économiques puisqu'elle lui avait généreusement accordé une pension en dépit de tout. La condition était qu'il ne revoie pas Alfred Douglas. Et lorsqu'elle a appris qu'il l'avait revu et non seulement qu'il se... Disons bien pour Constance, parce que c'est une personne très remarquable. Oui. Il ne s'agit pas de jalousie de sa part ou d'une volonté de le punir. Il s'agit au contraire d'essayer de le préserver autant que possible de ce qu'elle considérait comme le mal incarné. Et d'ailleurs, qu'il considérait lui-même, c'est ce qu'il écrit en toutes lettres dans De Profundis. Oui, elle a toujours été d'une grande intelligence, d'une grande générosité. Bon, d'une part financièrement, puisqu'elle a toujours voulu l'aider. Elle n'a pas demandé le divorce pour le protéger, parce que s'il y avait eu demande de divorce, il aurait fallu faire une nouvelle enquête.
tête. Autrement dit, il aurait revécu ce qu'il avait déjà connu avec ce fameux procès. Donc elle a voulu lui épargner cela et elle a toujours considéré jusqu'au bout qu'il était un très grand écrivain. D'ailleurs, lorsqu'il a publié la ballade, elle a été bouleversée par ce texte et elle a chargé certains de ses amis de lui dire combien elle admirait ce qu'il avait fait. Mais elle meurt tôt. Elle meurt tôt, à l'âge de 40 ans. Elle avait fait une chute chez elle à Londres et elle a subi des opérations de la colonne vertébrale qui étaient de plus en plus paralysantes. On peut imaginer ce qu'était la chirurgie de la colonne vertébrale à l'époque. Et elle est morte très jeune, elle est morte à Gênes, elle est enterrée à Gênes. Et dans un premier temps, ne figurait que sur l'épitaphe fille de son père, donc Lloyd. On a rajouté seulement plus tard. Alors Oscar Wilde est arrivé bien après, mais dans un premier temps, elle ne devait pas être identifiée comme la femme de son mari. Alors, elle avait changé de nom d'ailleurs, puisqu'elle s'appelait Holland, qui était un nom de sa famille, qui est d'ailleurs le nom toujours porté par le descendant le petit-fils de Merlin, le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Wilde également. Alors quand il ne traînait pas dans les bistrots avec des petits marlous, que faisait Oscar Wilde à Paris pendant ces quelques mois ? À vrai dire, il ne faisait pas grand-chose. Il était extrêmement oisif. Il se levait très tard. Il se levait très tard, il se couchait très tard. Il prenait toujours le même repas, je crois, une côtelette d'agneau et des œufs durs. Enfin, c'était un plat qui se faisait monter dans sa chambre. Il partait dans l'après-midi de chez lui et il rentrait en général très tard, vers 2 ou 3 heures du matin. Que faisait-il ? Il sortait, il allait dans les cafés, il buvait, il rencontrait des gens, certains de ses amis, et il essayait d'imaginer qu'il pourrait redevenir écrivain. Ce qu'il a été avec la ballade, mais il avait d'autres projets qui n'ont jamais abouti, notamment une pièce de théâtre, un autre poème. Projets. On ne dira jamais assez combien la mort d'Oscar Wilde a été terrible du point de vue de la production de cet auteur qui aurait sans doute encore pu donner tellement et tellement. Oui. On l'a vu visiter l'Expo universelle aussi, l'exposition de 1900. Il a visité l'exposition de 1900, qui l'a beaucoup intéressé. On a du mal d'ailleurs à imaginer quelqu'un comme lui dans un endroit tel. Cette espèce de gigantesque Luna Park. Absolument, mais il était tout à fait enchanté. Ça lui a beaucoup plu. Il y a croisé un certain nombre de gens, qu'il avait connus, certains ont fait semblant de ne pas le reconnaître et il les a un petit peu rappelés à l'ordre, notamment une comtesse ou une duchesse anglaise qui avait fait semblant de ne pas le voir, qui s'était cachée derrière son éventail. Et puis il avait de nouveau croisé. Et là, elle avait bien dû se démasquer, quitter sa posture et avouer combien elle était honteuse de cette attitude, évidemment, qui n'était pas très généreuse ni amicale. Alors, il y a un chapitre assez inattendu dans cette fin de biographie d'Oscar Wilde, c'est celui de l'affaire Dreyfus. On y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui à Wilde et l'affaire Dreyfus. Je me rappelle mon étonnement, que dis-je, ma stupéfaction, le jour où, lisant la célèbre somme consacrée en 1901 par Joseph Reynac à l'affaire Dreyfus, je suis tombé sur ces mots. Ça se trouve page 875 de la réédition en bouquin. Je cite. Esterhazy avait d'autant plus sujet d'être effrayé qu'un journaliste anglais, Roland Strong, l'avait mis en relation avec un de ses compatriotes qui savait beaucoup de choses. C'était ce malheureux Oscar Wilde, penseur subtil et profond, qui avait été condamné à Londres pour sodomie et qui, réfugié avec son complice à Paris, après avoir purgé sa condamnation, traînait une existence misérable sous le nom de Melmoth. Mais que venait donc faire Oscar Wilde dans cette affaire Dreyfus ? Est-ce que je devais admettre qu'il avait rencontré l'auteur du fameux bordereau à l'origine de la célèbre erreur judiciaire, le commandant Esterhazy ? J'avoue que ça me paraissait presque incroyable, comme si on avait, vous savez, crevé la membrane d'habitude étanche qui sépare deux dossiers bien distincts, comme si j'avais trouvé le nom de Corneille dans une relation de la Révolution de Cromwell, ou bien celui de Goethe dans un épisode de la saga napoléonienne. Vous allez me dire, il est vrai que Goethe, justement, a croisé la route de Napoléon. Wilde, poursuit Joseph Reynac, convaincu qu'Esterhazy était un traître, s'intéressait d'autant plus à lui. Il s'amusait fort de la surprenante tragicomédie que lui donnait le Forban et goûtait en artiste ses colères où éclatait tout l'enfer. Pour cet Anglais le plus raffiné et le plus perverti des hommes, le spectacle d'un espion passé héros national n'était pas dépourvu d'agrément. Il me semble qu'il faut plutôt mal connaître Oscar Wilde pour tirer aussi vite une telle conclusion et ne rien savoir de son état d'esprit à l'époque. On est là quand même à la fin de l'année 1898, ça ne fait qu'un peu plus d'1 an que Wilde a été libéré. Ne pas bien le comprendre pour lui prêter une attitude, un regard qui aurait certes pu être les siens, mais 10 ans plus tôt.
peu importe, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'Oscar Wilde, pour s'occuper dans ce Paris qui l'accueille mollement et se passionne surtout, se déchire même pour l'affaire qui va mettre la France au bord de la guerre civile, c'est qu'Oscar Wilde ait rencontré Esterhazy, autant dire avec le capitaine Dreyfus et finalement davantage que Dreyfus lui-même, le protagoniste de cette affaire d'État. Alors il l'a rencontré, certes, mais avec quel effet ? Il fallait que j'aille voir ce que le plus grand spécialiste actuel du sujet, Michel Drouin, pouvait bien dire d'un tel épisode. Eh bien, vous allez voir, je n'ai pas été déçu. J'ai compris en effet qu'en vérité, Oscar avait été au centre de ce qui était une petite affaire dans la grande, l'affaire Blaker. Blaker était un riche Anglais très cultivé, ami de Salomon Reinach, donc le petit frère de Joseph Reinach. Il était aussi et surtout ami de l'attaché militaire italien Panizzardi, auquel le célèbre attaché militaire allemand Schwarzkoppen avait longtemps transmis des notes de la main d'Esterhazy, donc des preuves de la traîtrise de celui que l'armée française s'acharnait à vouloir faire passer pour un innocent. En deux mots, Esterhazy est un traître qui passe des notes de l'état-major militaire français aux Allemands et aux Italiens. Eh bien, l'Italien, Panizzardi, outré par l'injustice commise contre le pauvre capitaine Dreyfus, choqué du tour qu'avait pris l'affaire avec l'acquittement d'Esterhazy, c'est-à-dire le vrai coupable, Panizzardi avait monté avec Blaker tout un plan qui visait à publier dans la presse étrangère des facsimilés de notes de la main d'Esterhazy, ce qui aurait eu pour effet, évidemment, vous imaginez la révélation fracassante, ça aurait peut-être pu amener l'affaire à une conclusion rapide. Hélas, dira l'agent anglais chargé de l'opération, je cite, « Ce plan avorta au dernier moment parce que le secret indispensable à sa mise en œuvre fut compromis par l'imprudence de personnes extérieures. » L'imprudence de personnes extérieures, là je sens mon cœur se serrer et de fait je lis au paragraphe suivant sous la plume de Michel Drouin, je cite, « L'imprudence venait en fait d'Oscar Wilde, qui avait été pendant de nombreuses années l'ami le plus intime de Blaker et qui, récemment libéré de prison, était arrivé de Naples à Paris sans un sou et désemparé une semaine après lui. Dans l'espoir de lui communiquer un peu de son engagement passionné et de lui fournir ainsi la stimulation intellectuelle et morale dont il avait besoin pour se remettre à écrire, Blaker lui communiqua ce qu'il savait de Panizzardi ainsi que les détails concernant le plan de communication des documents que possédait celui-ci. Ces informations furent aussitôt transmises par Oscar Wilde à deux personnages aussi dissemblables que possible, Émile Zola et Roland Strong. Et voilà, la boucle est bouclée. Notre Oscar, sans doute animé des meilleures intentions, aura fait capoter une initiative qui, menée à son terme, aurait peut-être permis de faire reconnaître plus tôt la culpabilité d'Esterhazy et, du coup, l'innocence de Dreyfus. Et cela bien avant le procès de Rennes, à une époque où il était encore possible à la justice de faire machine arrière et de blanchir officiellement, spontanément, l'innocent capitaine. Au lieu de quoi, cette conclusion heureuse, c'est Blaker qui allait faire l'objet de la plus vile, de la plus terrible des campagnes de presse. Vous pouvez faire confiance aux partisans de l'armée à l'époque pour discréditer leurs ennemis. Je n'avais jamais pris Wilde pour un grand politique, c'est vrai, et la manière dont il a géré son propre procès en atteste suffisamment, mais j'ignorais jusqu'à cette incise trouvée sous la plume de Joseph Reinach, j'ignorais qu'il avait pu, même involontairement, surtout involontairement, se montrer à ce point calamiteux, disons-le, à ce point nocif en la matière. Nouvel extrait sur Europe 1 du prélude sur un air irlandais. À tout de suite pour la suite de l'émission consacrée aujourd'hui à Oscar Wilde. Voir Renaud.fr. Franck Ferrand sur Europe 1. Et pour parler d'Oscar Wilde, nous vous retrouvons Franck en compagnie de votre invité Pascal Aquin. Je le rappelle, il est professeur de littérature anglaise à l'Université de Paris 4 Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Études anglaises. Quand même étrange épisode dans cette fin de vie d'Oscar Wilde que son intérêt pour l'affaire Dreyfus. Alors, il n'a rien écrit spécifiquement sur la question et on ne sait même pas vraiment quelle était sa position vis-à-vis du capitaine Dreyfus. Était-il Dreyfusard ? Ne me dites pas qu'il était anti-Dreyfusard, Pascal Aquin.
Il n'était ni Dreyfusard ni anti-Dreyfusard. Il a rencontré, comme vous savez, Esterhazy, qui l'a intéressé, peut-être parce qu'il savait que c'était une fripouille. Et Esterhazy lui avait dit d'ailleurs qu'il savait que Dreyfus n'était pas coupable. Et donc ça a suscité l'intérêt de Wilde de manière un petit peu curieuse et gênante, d'autant qu'il voyait très bien dans quelle position se retrouvait Dreyfus. On aurait pu imaginer que quelqu'un comme lui, qui avait... Un proscrit comme lui, finalement. Qui avait vécu des choses tellement épouvantables, on aurait pu imaginer qu'il eût pu prendre position autrement, ou du moins sans prendre position pour, du moins ne pas se lier, disons, d'amitié, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, avoir plaisir à fréquenter ce fameux Esterhazy. Est-ce qu'on a des témoignages de personnes qui auraient rencontré Oscar Wilde dans cette fin de vie et qui le décriraient, qui nous diraient quelle était sa façon d'être? Est-ce qu'il était toujours habillé de façon un peu extravagante, comme à la grande époque londonienne? Quelqu'un qui a pu témoigner, André Gide, c'était pas négligeable. Il s'était rencontré par hasard sur un boulevard à Paris. Gide était très très embarrassé. Dans un premier temps, il acceptait de s'asseoir à la terrasse, mais en tournant le dos pour que personne ne le reconnaisse. Wilde lui a signifié que lui, quand il avait rencontré Verlaine, bien avant Verlaine qui était ivre-mort, etc., il avait, lui, considéré que c'était un immense honneur de se trouver en présence de ce très très grand poète. Et il l'a signifié à Gide, qui s'est senti un petit peu honteux, bien évidemment. Et là, il y a effectivement des descriptions où il dit que son chapeau n'a plus le lustre d'antan, que ses vêtements sont élimés. Donc il y a ces descriptions. Et en même temps, l'esprit de Wilde est toujours là. Enfin, dans tout ce qui a pu être dit par les uns et par les autres, notamment Gide, mais aussi des proches, notamment Robert Ross, qui est toujours resté Robert Ross, qui est un ami proche, très grand ami, très grand ami depuis fort longtemps. Il n'avait jamais perdu quoi que ce soit de cet esprit, y compris dans les derniers moments de sa vie, puisqu'on lui prête des bons mots qui sont attestés. Notamment sur le papier peint de sa chambre, vous savez, il disait qu'il livrait un combat à mort avec le papier peint de sa chambre qui était en train de se décoller, en ajoutant qu'un jour ou l'autre, l'un des deux devrait partir en premier. On sait lequel est parti, en l'occurrence. Et ce qu'il faut dire, c'est que toute la fin de la vie d'Oscar Wilde à Paris intervient après son retour d'Italie et sa rupture, alors cette fois définitive, consommée avec Lord Alfred Douglas. Donc, c'est un peu un homme qui paraît sans espoir. Il a l'air très sombre. Oui, néanmoins, après sa rupture avec Douglas, il a continué à fréquenter un certain nombre de gens et à voyager. Il est allé en Suisse, par exemple, où il avait été hébergé par un riche anglais qui était beaucoup plus jeune que lui, dont ensuite il a dit le plus grand mal, parce qu'en fait, il était très flatté que l'on s'intéresse à lui, et puis assez rapidement, il considérait qu'il n'était pas assez bien traité, que les gens étaient mesquins. Donc, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans sa correspondance de ces années-là. D'abord l'argent, la demande d'argent qui est permanente, ce qui peut se comprendre, et puis des reproches incessants et quelque chose de très cyclotimique. Il peut brûler ce qu'il a adoré et il peut avoir des comportements d'une très très grande injustice vis-à-vis de certains de ses proches qui l'ont toujours soutenu, y compris Ross, qui le pauvre a toujours servi un peu de souffre-douleur. Oui, il n'hésitait pas. Alors il revenait sur ses positions, mais il pouvait être extrêmement brutal en parole et en écrit. Est-ce qu'il buvait beaucoup ? Il buvait énormément. Ouais, il buvait énormément et l'essentiel de ce qu'il avait, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il dépensait beaucoup en boissons. L'argent qu'il avait d'ailleurs venait de ses amis, puisque d'abord sa femme lui a donné de l'argent, et puis il y avait son éditeur aussi, Smithers, qui de temps en temps lui faisait un certain nombre d'avances, mais moi il trouvait que c'était toujours insuffisant. Et puis il y avait ses amis qui lui prêtaient de l'argent ou lui en donnaient. Cet homme avait quand même connu la très grande aisance à l'époque où il avait plusieurs pièces qui étaient en même temps à l'affiche à Londres. Comment expliquer qu'il n'ait pas pu récupérer un peu d'argent Parce qu'il a été déclaré failli, il avait beaucoup d'argent, mais il avait des dettes il avait aussi beaucoup de dettes. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ses créanciers se sont mobilisés en même temps pour réclamer les dettes. Et ce qui aurait pu être échelonné sans difficulté n'a pas pu l'être. Et donc la dette s'est abattue sur lui, et ce qui explique que ses biens ont été saisis, que tout a été vendu à l'encan, pillé même, puisque beaucoup de choses ont malheureusement disparu à ce moment-là. Certains de ses amis ont eu l'élégance de racheter lors de ventes aux enchères un certain nombre de ses biens, de ses objets, pour ensuite les lui rendre.
Quelle est son attitude vis-à-vis de l'intelligentsia française de l'époque, si j'ose cet anachronisme? Est-ce qu'il a des liens avec les grands écrivains, avec les grands journalistes de cette époque Alors, 1900? il a pu être soutenu. La relation des Français, enfin des intellectuels français à son égard, cette relation est assez complexe, c'est très ambivalent. Un Zola, par exemple, auteur de J'accuse, bien évidemment, n'a pas pris parti pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien des écrivains ou des journalistes ont eu une attitude vraiment très ambiguë. Jules Renard, par exemple, terrible, qui a tenu des propos épouvantables, disant je veux bien, mais à condition qu'il s'engage à ne plus jamais écrire. Bon, ce qui est une parole absolument atroce, évidemment. Donc il y a eu cette attitude-là. Mais lui, j'ai l'impression, quand on lit très attentivement sa correspondance, puisqu'elle est encore très foisonnante à la fin de sa vie, manifeste une sorte d'indifférence un petit peu dandy, assez élégante de toute façon vis-à-vis de cela. Est-ce qu'il avait des liens avec Jean Lorrain? Il a croisé Jean Lorrain, mais ce n'était pas de francs amis. J'ai toujours eu le sentiment, ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, et ils tenaient en général des propos assez critiques l'un sur l'autre, peut-être parce que en miroir, finalement, surtout à la fin de la vie de Jean Lorrain, qui lui-même avait été flamboyant, mais la fin de sa vie était évidemment beaucoup plus difficile. Peut-être avait-il le sentiment de voir chacun en l'autre sa propre caricature, ce qui a pu expliquer ce type de rejet, de propos souvent assez peu amène. En tout cas, deux auteurs, Thibaut d'Anthonay et Patrick Tudoret, ont imaginé un long entretien entre cet Oscar Wilde de la toute fin et Jean Lorrain. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous parlons d'Oscar Wilde en compagnie d'un nouvel invité, Franck. Bonjour Thibaut d'Anthonay, vous êtes donc co-auteur de l'entrevue de Taormine, Oscar Wilde, Jean Lorrain, avec Patrick Tudoret. Vous avez imaginé une sorte de souper, disons, enfin une sorte d'entretien, un long débat entre ces deux grandes figures. Alors, Oscar Wilde, je crois que tout le monde le connaît plus ou moins, et puis nous venons d'en parler là depuis quelques minutes. En revanche, on connaît très mal aujourd'hui Jean Lorrain. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous le décrire ? Alors, si on pouvait le résumer en une formule, on dirait que c'est l'Oscar Wilde français. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que c'est son homologue au sens où il est homosexuel comme lui, il est écrivain comme lui, mais en revanche, lui, il est aussi journaliste. Wilde l'a été, mais Lorrain, lui, l'a été et l'est toujours pour gagner sa vie. Ils ont aussi des thèmes dans leur littérature qui les apparentent de fort près. Et donc, si vous voulez, Lorrain voit en Wilde un peu son double qui le fascine, c'est-à-dire à la fois... On a l'impression, il y en a un qui est vraiment sur la toute fin de son parcours, hein, et qui d'ailleurs est conscient de sa descente, et l'autre qui est à la veille d'une véritable explosion, en revanche. Donc c'est comme s'ils se croisaient tous les deux. Et pourtant, il n'y a pas de passage de relais du tout. Il y a plutôt une sorte en tout cas pendant toute la première partie de la pièce, il y a une sorte de duel entre les deux. Hein. Voilà, exactement. C'est un face-à-face entre ces deux personnages. Ça s'appelle l'entretien de Taormine parce que ça se passe en Italie, hein, bien sûr. Ça se passe en Sicile, à Taormine, une petite station balnéaire. Et ils se rencontrent fortuitement chez un hôte qu'ils connaissent, bien entendu, chacun de son côté, qui est le baron von Glöden, qui est le pionnier de la photographie d'art. Oui, d'art, ça veut autant dire nu. Voilà, nu d'art, voilà. Dans la réalité historique, ils se sont croisés. Et nous, la fiction historique, nous lui donnons un petit coup de pouce. Et nous rendons possible cette entrevue qui est donc un face-à-face entre celui qui est à la veille d'accéder à son apogée, qui est Jean Lorrain, et celui qui est à la veille de basculer dans son périgée, qui est Oscar Wilde, effectivement. Alors, on saisit très bien dans la pièce le tempérament, la façon d'être de Jean Lorrain, qui a ce côté comme ça un peu vif-argent, assez brillant d'ailleurs, et toujours un peu ironique. Le personnage de Wilde est beaucoup plus nébuleux. On a l'impression que vous jouez à la fois sur tous les registres, du plus grave au plus comique d'ailleurs. Parce que nous avons essayé de refléter notre perception du personnage qui était devenu Wilde, puisqu'il y a plusieurs Wilde dans son existence. Oui. Et il y a notamment, évidemment, celui de sa sortie du bagne. Or, Wilde, effectivement, au bagne a écrit ce fameux De Profundis, dans lequel il faisait état d'un certain nombre de professions de foi, mais au sortir du bagne et à l'épreuve des faits, Wilde se rend compte que finalement, ses vœux pieux resteront à l'état de vœux pieux. Donc, si vous voulez, il y a une constante transformation d'Oscar Wilde,
à partir de ce moment-là jusqu'à l'extrême fin de son existence, d'où les reflets changeants de sa psychologie, d'une part, et puis deuxièmement, il se méfie un petit peu du côté inquisitorial, du côté rentre-dedans, si on peut dire, de Jean Lorrain, qui veut lui extorquer un secret. C'est celui de sa chute. C'est un Wilde déjà converti au catholicisme, lui qui venait du protestantisme? Alors, je dirais peut-être presque pour hasarder une hypothèse que c'est même un Wilde qui est revenu du catholicisme, oui. Car Wilde s'est rendu compte que malheureusement, encore une fois, tous les engagements au renoncement à mener une vie davantage spirituelle et sur des bases, on va dire catholiques ou judéo-chrétiennes tout au moins, il se rend compte que ça a volé en éclats à l'épreuve de la réalité. Alors moi, cette pièce, j'ai eu la chance de la voir à l'espace Pierre Cardin, de la voir en lecture, mais comme c'est un entretien, on a vraiment l'impression que la pièce est jouée. Est-ce qu'il est prévu de la monter dans les temps qui viennent? Il est prévu, nous sommes toujours à la recherche d'un... Avis aux amateurs. Voilà, d'un producteur. Nous sommes en pourparlers avec un théâtre, donc les choses sont bien avancées. Nous avons une distribution, mais effectivement, normalement, à l'horizon 2013, disons, à l'automne 2013. Nous vous le souhaitons. Merci. Pascal Acquin, cette conversion de Wilde est un des grands sujets de la fin de la vie de l'auteur. Oui, on a beaucoup glosé là-dessus. Il y a beaucoup d'hypothèses en fait. On a pensé que oui, qu'il avait toujours eu le désir de se convertir au catholicisme. Lorsqu'il a fait ce voyage en Italie, il est allé à Rome et il est passé X fois sous le balcon du pape pour se faire bénir systématiquement en se disant que ça ne pourrait pas lui faire de mal. Il a même obtenu une audience. Il a même obtenu une audience, absolument. Donc il avait cette espèce d'intérêt qui était un intérêt aussi très très esthétique. Il ne faut pas oublier que le catholicisme dans cette fin du 19e siècle était très très prisé par les esthètes contre le protestantisme qui était jugé laid et austère. Et en fait, il y a toute une littérature... Il y a un esthétisme catholique, finalement. Il y a un esthétisme catholique et il y a toute une littérature un petit peu parallèle qui associe le catholicisme et l'homosexualité. Il y a eu énormément de textes qui circulaient plus ou moins sous le manteau à ce sujet. Alors maintenant, la conversion, en fait, sur son lit de mort, Ross, qui était catholique, a fait venir un prêtre, donc baptême, extrême-onction, mais ça s'est fait, disons, quasiment à l'insu de Wilde. De quoi meurt-il exactement? De méningite? Là aussi, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. L'hypothèse la plus probable soit qu'il soit mort d'une méningite. Il avait fait une chute très grave alors qu'il était en prison et il s'était blessé à l'oreille et la plaie n'avait pas été bien soignée. Donc les tissus s'étaient certainement abîmés et avec le temps, avec le manque de soins, on peut supposer que c'était quelque chose comme ça. Certains ont pensé qu'il avait contracté la syphilis lorsqu'il était beaucoup plus jeune, mais c'est une hypothèse qui a souvent été avancée, y compris par des biographes, mais qui ne semble pas vraiment pouvoir être retenue parce que il n'a jamais développé des symptômes qui étaient ceux de cette maladie. Alors avant d'être transféré en 1912 dans la tombe, dans une espèce de tombeau assez magnifique de Jacob Epstein au cimetière du Père-Lachaise, où je pense qu'aujourd'hui les gerbes de fleurs vont être nombreuses en ce 30 novembre, Oscar Wilde a été misérablement enterré dans un premier temps à Bagneux. Il a été enterré à Bagneux, il a eu un enterrement de 6e classe, 7e classe, enfin donc quelque chose d'extraordinairement simple. Et ce n'est que plus tard, effectivement, que ses restes ont été transférés au Père-Lachaise en 1908. Et le monument que l'on connaît maintenant, qui est dû à Jacob Epstein, qui était un sculpteur anglais, a été installé en 1912, donc 4 ans après que le corps de Wilde a été transféré dans le cimetière. C'est une pièce extrêmement imposante, en forme de sphinx. Il a semblé à Epstein que c'était certainement la meilleure représentation possible. D'une part, Epstein était fasciné par l'art assyrien, donc c'était une première raison. Puis la deuxième raison, c'est que Wilde s'est beaucoup intéressé au sphinx. Il a même écrit une très belle nouvelle qui s'appelle Le Sphinx sans secret. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler d'Oscar Wilde. D'habitude, nous parlons d'un Wilde brillant londonien ou alors du Wilde scandaleux du procès. Aujourd'hui, c'était un autre visage, mais je crois qu'en ce 30 novembre, c'était très intéressant de parler aussi de ce dernier Oscar.